Ok, ben déjà, merci à tous d'être là. J'espère n'avoir oublié aucun logo, à la fois ici et à distance, puisqu'il y a certains qui sont à distance, là, qui nous écoutent et qui peuvent nous voir aussi. Donc déjà, merci parce que c'était pas évident. On m'a tous dit là, le 22 juillet, Romain, t'es ambitieux, t'es sûr, il y aura des gens. A priori, oui, donc merci. À la fois ici et sur place. Donc comme quoi, rien n'est impossible. Même la prochaine fois, on sera autour du 15 août. Ça devrait le faire aussi. Donc ouais, merci surtout aussi avec Oussine. Alors, maintenant, on peut le dire ou pas? Parce qu'on ne voulait pas trop le dire. Même si ça a un peu fuité. Et Franprix pour le témoignage qui va arriver. Et donc voilà, franchement, j'espère qu'on va passer un bon moment. Maintenant, je vais laisser, juste pour, sans trop présenter CoService, parce que je pense que vous connaissez tous, je vais laisser François, qui est le président de la société, parler un petit peu de où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut amener la société. Et avant que je laisse le micro, en fait, tout ça pour vous rappeler qu'au-delà de cet événement, on en fait d'autres, puisqu'on est assez événement friendly. Et il y en a un qui est autour du golf, ça sera le 23 septembre à Lille, donc c'est pas très très loin. Donc il y a un événement autour du golf pour ceux qui sont amateurs de golf et ceux qui jouent pas, c'est pas bien grave puisqu'il y a une initiation. Je crois que Jean-Christophe, t'es pas trop mauvais. Donc ça, vous êtes tous invités avec grand plaisir. Et l'autre événement, voilà, c'est IT Meetings aussi pour ceux qui y vont ou qui ont prévu d'y aller. C'est à Cannes, c'est plutôt début septembre. Et c'est pareil, en tant que sponsor, on a des invitations. C'est à Cannes, tout est pris en charge. Le lieu est sympa. Bon, l'IT Meeting, c'est assez connu. Voilà, il y a des hochements de tête, donc ça veut dire que oui, oui, c'est très sympa. Si tu veux, je pourrais te passer le micro, tu pourras témoigner sur l'IT Meetings, même si on est juste exposant. Voilà, voilà. Donc, je laisse place à François. Et en tout cas, merci à tous. On fera pas plus de pitch que ça et on va laisser place après aux clients. Dernier mot, en fait, j'ai oublié un truc. Là, il y a un petit logo qui s'appelle le 15 DSI. En fait, on fait des événements, mais on est aussi présent autour des clubs. Et il y a un club, je vais pas trop en dire, parce que sinon ta présentation sera squeezée. Mais voilà, il y a un club auquel on appartient, on est sponsor bien sûr, et dont Jean-Christophe nous présentera rapidement ce que c'est le 15 DSI avec les valeurs, même s'il y en a qui sont peut-être foot ou autre, mais et golf. Grosso modo, je peux pas parler beaucoup, hein, c'est ça, hein. Donc la parole est au client. Donc juste pour vous dire tous encore merci, hein, d'être venus, parce que c'était pas simple. Et toi, merci Romain d'avoir organisé tout ça. Donc juste pour vous dire un peu notre vision, hein, que l'on a. Aujourd'hui, l'idée c'est clairement au niveau du monitoring, c'est de simplifier votre vie. Donc on va essayer à simplifier en deux façons de faire. Donc la première, c'est à travers le big data et à travers l'intelligence artificielle qu'on est en train de mettre au fur et à mesure dans nos produits. Et la deuxième, c'est travailler sur l'industrialisation à travers l'interconnexion avec notamment des outils d'ITSM. Et notamment, il y a un des partenaires qui est ici qui s'appelle EasyVista. Et donc, l'idée, c'est d'automatiser au maximum pour simplifier votre vie et surtout pour éviter d'avoir des faux positifs, de déclarer des choses à SMDB, de les récupérer notamment à l'intérieur d'outils de monitoring. Donc, c'est là notre vision. C'est vraiment faciliter votre vie et votre temps. Donc après, juste quelques mots sur la société. Donc que ce soit pour les clients ou les prospects, donc on est quand même une société saine. On a fait 30% de croissance. On continue à faire cette croissance cette année. Donc pour l'instant, tout va bien. On n'a pas trop de soucis sur le sujet. Donc ça, c'est quand même important parce que la pérennité est importante pour toutes les entreprises, notamment en ce moment. Voilà, c'était juste le petit mot que je vais vous dire. Donc maintenant, comme dit Romain, place au client. Et à Christophe Jean-Christophe. Faut faire le boulot. Alors déjà, il m'a dit, est-ce que tu peux faire une présentation? Alors, j'ai dit oui. Est-ce que... non. Donc, je vais vous parler rapidement du 15 DSI et pourquoi le 15 DSI. En fait, on a un fournisseur ils ont les accents du Sud. Alors, ils étaient obligés de venir au 15 DSI et voilà. Vous êtes au cœur du ballon, donc voilà. Non, non, mais là, non, déjà, on est très content. Comment? Je vais me présenter. Donc Jean-Christophe Normand, je suis DSI adjoint chez Carmignac. Voilà, pour ceux qui connaissent Carmignac, tant mieux. Ceux qui ne connaissent pas Carmignac, je vous invite à en mettre dans vos assurances vie, vous verrez les résultats. On est une petite structure d'à peu près 300 personnes et on gère à peu près 50 milliards avec des résultats qui
l'année dernière, le fonds principal, si vous aviez mis 100 € en début d'année, en fin d'année, vous aviez 140. Voilà, ça vous donne une idée. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le 15 DSI. Et c'est surtout Coservit dans le 15 DSI et ServiceNav. Voilà, donc c'est une entreprise qui porte nos valeurs. Alors, c'est quoi le 15 DSI? Je sais pas, les slides, tu as mis juste ce slide-là ou tous les slides? Voilà, non, j'espère pas. Alors, donc, le 15 DSI, c'est quoi? C'est des DSI passionnés du monde du rugby. L'idée, c'est de porter les valeurs digitales autour de nos transformations et d'avoir des fournisseurs qui portent aussi ces valeurs digitales. Et en fait, on fait un triptyque à 3. Et vous allez le comprendre, c'est de dire, on est, nous, DSI, on a des fournisseurs. Et puis, on a besoin, les fournisseurs et les DSI, on a besoin d'étudiants. On a des stages, après on va recruter, on peut recruter de la force commerciale, on peut recruter des développeurs, on peut recruter, etc. Donc on va aller porter nos valeurs dans les écoles étudiantes pour qu'il y ait ce fameux triptyque où on n'est pas forcément obligé de parler avec un fournisseur pour lui acheter ses produits. Le fournisseur, il peut être aussi intéressé d'aller dans certaines écoles pour recruter parce qu'il a aussi du mal à recruter. Voilà. Et puis derrière, on va faire tout un tas d'événements autour du 15 DSI. Voilà, donc l'idée des écoles, aujourd'hui, on sponsorise donc le CE Paris, les Frais Paris, l'école centrale de Nantes et l'INSA Toulouse. Il y en aura d'autres et voilà, on cherche à développer les choses. Donc l'idée, c'est d'arriver dans ces écoles au niveau du club de rugby de l'école, de faire nos présentations et puis de leur dire, si vous avez des besoins, on est là. Voilà. Alors, les événements, on essaye de faire vivre tout ça. Hein. Donc, on est parti au Japon en 2019 pour la Coupe du Monde. On a emmené 3 étudiants gratuitement avec nous. Donc, c'est des étudiants qu'on suit maintenant dans leur parcours et ils progressent plutôt bien. Voilà, on a fait quelques matchs divers et variés. On fait le tournoi Destination. Enfin, voilà, on s'amuse un peu et on fait des think tanks. Donc les grandes idées, c'est d'arriver à pousser les idées classiques, mais au sein du groupe, le Green IT, le télétravail, la reprise économique, donc avoir quelques think tanks. C'est aussi s'amuser autour du rugby. Donc dans le 15 DSI, notamment, on a un ancien international qui nous accompagne, qui s'appelle Laurent Cabane, donc qui nous fait tout le débrief des matchs, avant, après. Voilà, c'est plutôt sympathique. On a fait le tournoi Destination, on l'a fait en web. Et on a fait livrer des repas, enfin bref, voilà. On est 23 membres, donc je fais partie des membres fondateurs, et puis après, on appelle les amis, c'est les autres DSI qui souhaitent venir ou participer ou s'inscrire. Non, tout ça pour vous dire qu'on apprécie vraiment avoir dans ce club, être avec des personnes qui portent nos valeurs et Coservit porte vraiment ces valeurs avec leur accent du sud-ouest. Sud. Pardon. Oui. Bonjour à tous, Wiesenberg Alexandre, moi je suis en charge de la production applicative côté Franprix. Donc on n'a certainement pas autant de recul que monsieur sur la partie ServiceNav Coservit pour le moment. Par contre on a beaucoup d'ambition et beaucoup de jolis sujets à traiter. Je vais faire un petit peu de contexte. Franprix, ADSI, 80 personnes. J'entends parler d'un centre de pilotage à Mumbai à hauteur de 80 personnes. On fait petit bras, hein, clairement. Nous, on a un ADN assez historique, c'est qu'on a énormément de développeurs chez nous. On a beaucoup d'applications maison. Donc ça, je reviendrai dessus, mais ça induit aussi des problématiques de monitoring, parce que c'est des langages un petit peu vieillissants, WinDev, pour pas le citer par exemple. Donc voilà, ça induit un certain nombre de problématiques. Le SI est bâti principalement donc, en silo et il communique en mode asynchrone. On a effectivement, je pense que tout le monde connaît Franprix, vous avez certainement eu peut-être l'occasion d'aller sur le site franprix.fr, qui est donc développé aujourd'hui sur des technologies de microservices. On base fortement notre futur SI sur ces technologies de microservices. C'est un très fort enjeu chez nous aujourd'hui et on a une équipe qui est dédiée à temps plein sur ce sujet. On a également un front office caisse hétérogène et très très lourd à maintenir parce qu'aujourd'hui on a plusieurs éditeurs de caisse, donc on est en train de migrer l'ensemble de ces applications dans le cloud et on s'appuie fortement sur du microservice. Donc là on est hébergé full Azure.
On est vraiment sur un partenariat qu'on a aujourd'hui avec Microsoft. Voilà. Je reviendrai aussi sur ce sujet parce que c'est un sujet très très intéressant chez nous. Le contexte historique, on avait du POM monitoring. Je ne sais pas s'il y a des gens chez vous là, qui connaissent POM. Ouais. Bon, voilà, POM a pris fin, donc on s'est retrouvé un petit peu, je dirais, au dépourvu. On a regardé effectivement ce qui se faisait sur le marché et on est vite arrivé à ServiceNav parce qu'on a trouvé finalement des similitudes dans cet outil et on a très vite pris nos repères. Ensuite, au niveau de l'étude de marché, bon, on a effectivement challengé plusieurs solutions. On a donc bien effectivement retenu ServiceNav et Dynatrace pour le cloud. Voilà. Donc Dynatrace aujourd'hui, on monitore principalement tout ce qu'on a dans le cloud, mais de plus en plus, finalement, on s'aperçoit que grâce à ServiceNav, on a une simplicité pour, je dirais, déployer un certain nombre de contrôles sur les équipements qu'on a aujourd'hui dans Azure. Et je dirais, sur certains points, même peut-être plus facilement qu'avec ServiceNav, qu'avec Dynatrace, pardon. Voilà. Aujourd'hui, on a à peu près 85% du parc qui est supervisé. Il faut savoir que nous, on a débuté en janvier. On a réellement commencé à y travailler à partir de février. On a aujourd'hui une équipe d'une personne. Je ne sais pas si ça vous donne un ordre d'idée. Non, mais c'est pas une blague, hein, c'est réel. Historiquement, on avait 3 personnes. Grâce à tout ce qu'on a pu mettre en œuvre jusqu'à présent, on a réduit et on n'a plus qu'une seule personne qui est vraiment, par contre, là, pour le coup, elle est bien chargée, quoi. Au niveau mise en supervision, ce qu'on peut se rappeler, c'est que ça a été effectivement très rapide, donc, malgré une équipe effectivement très très réduite. On a retrouvé des similitudes avec POM, notamment liées aux import-export via fichier Excel. On a 6100 équipements pour 9145 services et 600 serveurs. Taux de disponibilité, l'engagement est de 95%. On tend à faire mieux, mais c'est un début. Voilà. La solution aujourd'hui, elle est utilisée par 10 personnes. Le point fort dans tout ça, c'est que finalement, on a été capable d'ouvrir à des groupes de franchises. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a des groupes de franchises qui ont des accès sur la solution. Et ils peuvent également paramétrer comme ça leur chante. Chose qu'on ne faisait pas jusqu'à présent parce que c'était extrêmement compliqué. Et du fait des équipes réduites, eh ben, les gens croulaient sous les demandes et on n'arrivait plus à répondre. Les rapports avec les franchises se sont tendus. Enfin, je vous passe les détails. Donc, par le biais finalement de la fondation qu'on a pensée avec la notion de site dans ServiceNav, on a réussi à déléguer vraiment des droits assez fins, je dirais, et des vues pertinentes à l'ensemble de ces BU. Donc ça, c'est vraiment un point très très fort pour nous. C'est un franc succès à ce niveau-là. Voilà. Projet de revoir l'environnement cloud et de monitorer encore plus de projets sur ServiceNav, c'est en cours. On va effectivement échanger d'ici peu sur ces sujets. On a pas mal d'idées pour la suite. Au niveau dashboard, on n'a aujourd'hui que 7 dashboards sur les choses, je dirais, les plus critiques, sur les applications les plus critiques. Notamment, on voit que le premier est lié à la communication des applications VLL. VLL, si vous voulez, pour nous, c'est notre animco, c'est tout ce qui est animation commerciale. C'est-à-dire qu'un client qui est encarté, qui passe en caisse, quand il scanne sa carte de fidélité, il va tout de suite savoir combien il a de points, ce à quoi il est éligible en termes de réduction, et j'en passe et des meilleurs. Ça, aujourd'hui, si ça ne marche pas, on renvoie une image extrêmement négative en magasin, on renvoie une image négative à la clientèle, c'est pas bon. Donc on est très très regardant là-dessus, et on a trouvé une réactivité par le biais de ServiceNav sur ce sujet-là, de meilleure qualité que ce qu'on a pu challenger auprès de Dynatrace, par exemple. Pour vous donner un ordre d'idée, Dynatrace est très performant sur d'autres sujets, mais là-dessus, clairement, en termes de mise en œuvre, voilà, ça défie toute concurrence. Voilà. Ça, je tenais vraiment à le souligner. Je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes confronté à ce genre de problématique, mais il y a plein de choses à faire dans les environnements cloud avec ServiceNav. Voilà. On a ensuite différents dashboards donc, qui sont liés là, je dirais, à des équipes beaucoup plus techniques. C'est du bac à événements. Pour le moment, on a une petite météo de service, effectivement. Aujourd'hui, la façon dont on partage finalement nos informations et les différents dashboards, on partage des liens. On partage des liens avec les personnes de la direction qui peuvent à tout moment consulter l'état de santé des différentes applications. Voilà. Les interfaçages des API, ça, encore une fois, je reviens sur les aspects cloud.
pour schématiser un peu la chose, si vous voulez, si on reprend l'animation commerciale, vous avez différents types d'API qui vont être appelés en fonction de ce que vous allez trouver dans vos headers. Vous allez faire soit de la validation, soit vous allez passer une offre promotionnelle pour monsieur Intel parce qu'effectivement, il est plutôt intéressé par rapport à tel type de produit sec ou autre. Si on est en période estivale comme actuellement, on va miser sur des produits frais, sur de la glace, j'en passe, et les meilleurs. Aujourd'hui, si vous voulez, la moindre interruption au niveau de la PIM, ça se ressent immédiatement en magasin. Et encore une fois, moi j'aime à dire que nos magasins sont des lieux de vie. Donc l'expérience utilisateur est extrêmement importante pour nous. Donc on a mis le paquet là-dessus grâce à ServiceNav qu'on a interfacé avec la PIM Azure. Donc là, ça marche vraiment très très bien et on est extrêmement satisfait de tout ça. Ce que je disais également, possibilité de déléguer des droits à des partenaires. C'est quelque chose qu'on avait énormément de mal à faire avant. Ça peut paraître pas grand-chose finalement, mais je peux vous assurer que chez nous, c'est compliqué à gérer parce qu'on a un certain nombre de groupes franchisés et ils ont tous des exigences diverses et variées. Donc grâce à ServiceNav, on a réussi à répondre à toutes ces attentes. L'alerting automatique depuis la plateforme, clairement, si vous voulez, aujourd'hui, on a mis en place des vrais workflows d'escalade. Ça nous permet de faire de l'escalade managériale, ça nous permet d'alerter les bonnes astreintes au bon moment, avec les bons seuils pour, encore une fois, solliciter les bonnes personnes. Je pense surtout là à la partie donc HNO. Ce que je retiens moi de ça, c'est que jusqu'à présent, on le faisait, parce que encore une fois, en production, on n'aurait pas pu se permettre de ne pas traiter les incidents et les escalader dans le cadre des HNO. Sauf que là, moi, ça m'a permis clairement de me désengager d'un partenaire extérieur avec lequel je travaillais. Donc en termes de facturation, j'ai réduit mes coûts. Donc retenez bien que j'ai quand même réduit mes coûts à ce niveau-là. Et je vous rappelle, j'ai une personne sur la solution. Donc vraiment, hein, j'insiste parce que c'est quand même un argument très très fort. L'envoi d'alerte en interne depuis la plateforme, donc c'est ce que je disais, hein, les mails, les SMS, etc. Nous, on est très friands de Teams, on travaille beaucoup avec Teams. Donc là, chaque équipe reçoit des alertes, il y a un incident manager dans chacune des équipes, et ensuite c'est à lui de prendre le sujet et d'escalader vers les bonnes personnes s'il y avait besoin. La traçabilité des actions humaines via le bac à événements, encore une fois, je répète, on délègue un certain nombre de droits et d'actions auprès de nos franchises. Eh bien, on a une visibilité et on sait remonter le fil de l'histoire. On ne pourra pas venir nous incriminer d'avoir fait une bourde. Voilà. Si je parle un peu familièrement, c'est ça l'idée. Donc, on est tout à fait capable de remonter le fil du temps. Traitement de nuit, on est sur la partie batch, notamment. Donc, j'entendais parler de plan de production. Effectivement, on est dans ce cas-là. Aujourd'hui, on n'a pas encore l'ensemble du plan de production. On a le fil rouge, on a les plus critiques. Et puis, c'est quelque chose qui monte en puissance, ça marche très très bien. On est effectivement très satisfait de cette partie-là aussi. La partie logistique, entrepôt, là, on va être sur des choses qu'on a développées en interne, parce qu'encore une fois, on est sur un ERP qui est développé maison. C'est notre gestion commerciale, pour ne pas la citer. C'est une grosse bestiole chez nous, ça gère énormément de choses. C'est tout notre référentiel client, c'est le référentiel article. C'est toute la chaîne, je dirais, amont, en termes de logistique, en termes de gestion des entrepôts qui se base là-dessus. Clairement, si vous voulez, derrière, c'est de la requête à tir larigot, hein, c'est du custo. Et on lève les bonnes alertes au bon moment pour éviter finalement d'avoir une interruption de service en amont dans les chaînes logistiques. Parce qu'aujourd'hui, une vocale qui ne marcherait pas bien sur un entrepôt, par exemple, on va se retrouver avec 200 à 300 personnes qui sont bloquées sur la dalle et qui ne peuvent pas forcément travailler. Voilà. Donc là, il y a une vraie criticité, d'où l'intérêt d'avoir les alertes au plus tôt pour pouvoir les traiter et rendre le service. Les applications RH pour gérer le turnover important, vous imaginez bien qu'effectivement, notamment dans les magasins, il y a un turnover assez conséquent. Donc voilà, c'est des applications qui sont monitorées aujourd'hui dans ServiceNav. Les supervisions d'instances Oracle au niveau des magasins. Chaque magasin aujourd'hui chez nous a une grappe Oracle dédiée. Donc là, on travaille aussi avec le partenaire Meti qui est cité ici. C'est une architecture assez complexe, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais tout cet écosystème est monitoré aujourd'hui par ServiceNav. Les différents services supervisés, le Data Hub. Donc le Data Hub, c'est un peu dans la suite, ça va être le cœur du réacteur chez nous. Hein. C'est là où on va y mettre toutes nos données et c'est là où on va pouvoir finalement, je dirais, partager avec nos partenaires, qui soient internes ou externes. Voilà, que ce soit d'autres BU du groupe, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de partenariats. On travaille aussi beaucoup, on développe beaucoup de collaborations avec d'autres enseignes, même qui ne sont pas forcément du groupe d'ailleurs. Hein.
Vous le constaterez assez facilement dans nos points de vente. Aujourd'hui, au niveau de ce data hub, on va retrouver en réalité ce data hub, il est composé de 2 briques. On a un data hub privé, un data hub public. On va avoir un public où effectivement on va exposer un certain nombre de données. Il y en a d'autres qui sont un peu plus confidentielles. Donc là, ce sera plutôt sur la partie data hub privé. Voilà. Ensuite, on a également tout ce qui est stock 360. Donc ça, c'est des chaînes de traitement. C'est des chaînes de traitement en temps réel, où là, bien sûr, encore une fois, on ne peut pas se permettre l'interruption de service, on ne peut pas se permettre de laisser un incident sans réagir et sans rendre le service dans les meilleurs délais. Donc ça, pareil, c'est sur ServiceNav. La supervision multisite, bon, ça c'est les entrepôts, les magasins, le data hub, j'en passe, et les meilleurs. Supervision magasin, comme c'est noté, c'est effectivement primordial parce que encore une fois, un magasin qui perd son réseau ou autre, on va tout de suite dégrader, je dirais, la qualité offerte à nos clients, et c'est notre hantise aujourd'hui. Donc on avait vraiment un fort enjeu là-dessus, c'était de s'améliorer, je dirais, sur le monitoring des magasins, parce que historiquement on avait une culture orientée vraiment entrepôt, et il fallait finalement qu'on se recentre sur les magasins pour offrir vraiment une expérience utilisateur de qualité, et ça passe par cette supervision via ServiceNav. Voilà. Alors là, on va, par exemple, ce que l'on présente actuellement, ça correspond à la descente et à la mise à jour des tarifs en magasin. Donc derrière, il y a une chaîne de traitement assez complexe qui va aller donc extraire l'ensemble des tarifs en imaginant qu'il y a eu des mises à jour ou des promotions et autres. Aujourd'hui, on a une personne qui suit ça, qui est dédiée. Elle suit ce tableau de bord-là, et elle a en temps réel l'ensemble des perturbations, je dirais, qui remontent sur ce flux de traitement. Clairement, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à garantir qu'aujourd'hui, quand vous allez dans un magasin, lorsqu'on vous affiche que votre pot de yaourt, il vous revient à 1,80 €, quand vous allez à la caisse, on ne vous dit pas, monsieur, ça fait 2,30 €. En gros, c'est l'idée. Voilà, ça, encore une fois, ça fait pas bien, c'est pas sérieux. Et par le biais de ServiceNav, donc on a réussi à monitorer tout ça et à lever les bonnes alertes au bon moment. Donc derrière, il y a des chaînes de traitement qui font que ça fonctionne de cette manière-là. Moi, je ne suis pas assez expert pour vous exposer ça dans les détails, mais en tout cas, les équipes ont réussi vraiment à faire quelque chose de qualité, encore une fois, grâce à l'outil. Alors, focus sur le retail. Nous, aujourd'hui, ce qui se passe chez nous, c'est que ça bouge beaucoup. On a énormément de magasins qui rentrent, qui sortent, on a énormément de changements, on a des seuils qui peuvent varier d'une semaine à l'autre. Nous, ce qu'on a retenu, et c'est aussi ce qui a fait finalement, c'est ce qui nous a fait prendre une décision, c'est qu'en réalité, dès lors où vous avez des changements à passer, moi j'ai l'habitude de dire qu'en 5 clics, c'est terminé. Voilà. Donc ça, c'était vraiment efficace. Jusqu'à présent, on avait des gens qui avaient un mal fou à mettre à jour les configurations. Vous avez des changements d'IP, vous avez des choses comme ça. On est dans un projet de migration sur l'ensemble des plans d'adressage IP des magasins notamment. Aujourd'hui, grâce à ServiceNav, c'est quelque chose qui se fait très simplement. Voilà. Les interfaces sont conviviales, ça marche très très bien. Donc ça, c'est un retour vraiment des équipes. Ce que je vous dis là, c'est ce que les équipes m'ont rapporté, et ça nous a aidé à la prise de décision. C'est aussi pour ça qu'on a été vers cet outil. Voilà. Bon, après, ça, c'est serveur caisse, magasin, etc. Je ne vais pas vous faire l'architecture de la manière dont ça marche en caisse, j'en ai déjà plus ou moins parlé. Pourquoi ServiceNav? Moi, j'ai pour habitude de dire simple et efficace. Voilà, simple et efficace, gain de temps. Encore une fois, on a pu, grâce à ServiceNav, se libérer du temps pour travailler sur d'autres sujets, pour s'améliorer, pour faire du reporting, pour partager des dashboards. Chose très honnêtement qu'on n'arrivait plus à faire. On était sous l'eau. Encore une fois, je rappelle, moi j'aime bien dire une DSI à taille humaine. Mais voilà, par moment on souffre un peu, même assez souvent je dirais. Le retail, c'est un milieu où on a du challenge tous les 4 matins. Là, je vais vous donner juste un petit exemple. On pensait être à peu près tranquille sur la période estivale. On nous a parachuté des projets assez conséquents et à réaliser dans des délais records. Donc voilà. Alors, j'imagine que certains d'entre vous connaissent ça. Mais voilà, donc
tout simplement, depuis qu'aujourd'hui, on a donc basculé sous ServiceNav, on a vraiment une vision 360. J'aime bien ce terme-là parce que on a une vraie vision d'ensemble et on suit l'ensemble du taux de disponibilité finalement de nos différentes applications de bout en bout. Et à partir du moment où on est confronté à une problématique sur une chaîne X ou Y, on sait précisément dire où ça se passe. Alors qu'avant, bien souvent, en fonction de la personne à qui vous vous adressez, eh ben, ça pouvait prendre plus ou moins de temps. Voilà. Donc aujourd'hui, on a quelque part gagné, je dirais, aussi en compréhension, parce que les gens, le fait qu'ils aient finalement participé à la mise en œuvre et au déploiement de l'outil, je dirais, ils ont revu un peu leur classique aussi. Il y a peut-être des choses qu'ils avaient oubliées. Et voilà, tout le monde a gagné là-dessus. Et on est aujourd'hui capable finalement de parler avec des directions, avec différentes BU, avec des chefs de projet, avec des développeurs. Et on a un peu réconcilié aussi ces populations qui avaient finalement plus trop l'habitude de se parler en réalité. Ou alors qu'en cas de problème. Voilà. Donc ça a aussi aidé à faciliter le discours entre les différentes équipes. Voilà. Est-ce que vous souhaitez interagir ? Bonjour tout le monde. Donc, je suis responsable de domaine Service Factory au sein de la DSI. La Service Factory est en fait rattachée à la direction des opérations et on a en charge 3 missions principales. Accompagner toutes nos directions études dans le cadre de l'intégration de l'ensemble des projets métiers du groupe, assurer le maintien en conditions opérationnelles des applications et services IT, et garantir la performance de ces services. Pour ce faire, je m'appuie sur une équipe d'environ 40 personnes à Paris, une dizaine de chefs de projet, des ingénieurs, des services delivery managers et une équipe d'environ 80 personnes à Mumbai en Inde qui vont gérer toute la partie maintien en conditions opérationnelles du niveau 1 jusqu'au niveau 3 sur entre guillemets, l'ensemble des strates du SI. Voilà, donc là, c'est un petit récapitulatif de ce que je viens de dire. Donc, garant de la performance du service du SI, proposer, mettre en œuvre les solutions technologiques permettant de répondre aux besoins métiers et on assure toute la partie performance en mettant en place des KPI, toute la partie intégration et la partie maintien en conditions opérationnelles. Sur la partie historique, je connaissais en fait ServiceNav avant d'arriver chez j'ai travaillé 5 ans auprès du groupe Server, qui est une filiale du groupe d'Air France, qui était une filiale du groupe Air France, qui a été cédée depuis. Et en fait, en arrivant, j'ai fait face aux mêmes contraintes que j'ai découvertes en arrivant chez. On avait en place Nagios avec Centréon, et en fait, toute la partie supervision, toute la partie monitoring n'était pas du tout maîtrisée, c'est-à-dire qu'on avait des dashboards avec 200 à 300 alertes qui étaient continuellement sur le dashboard, pas de consignes associées, pas de notion de KPI, pas de notion d'SLA, pas de notion de météo de service utilisateur. Du coup, j'ai fait un appel d'offres à l'époque quand j'étais chez Server. Je crois qu'il y avait à l'époque POM, je ne sais pas s'il existe toujours. Il y avait donc ServiceNav et il y avait d'autres solutions. Donc à l'époque, j'avais retenu ServiceNav et j'en avais été pleinement satisfait. On avait lancé le projet, on avait mis en place le monitoring sur l'ensemble des strates SI de Server. Et en 2016, Air France a fait le choix de céder la filiale Server à un groupe asiatique. Donc moi, j'ai fait le choix de partir et j'ai été en fait recruté pour une mission qui était à peu près similaire. C'est-à-dire que je suis arrivé à l'époque, j'étais pas encore responsable de domaine, j'étais responsable d'exploitation et je suis arrivé sur les mêmes constats. C'est-à-dire qu'on utilisait un Nagios Centréon avec une forte dépendance à des experts techniques, des tableaux de bord en fait qui n'étaient pas du tout utilisés avec des centaines d'alertes, aucune météo de service utilisateur, pas de KPI. Et du coup, j'ai fait. Cette fois-ci, j'ai pas fait un appel d'offres, donc je me suis appuyé. Non, cette fois. Voilà. En fait, j'ai fait un autre appel d'offres parce que j'étais avec un infogérant qui était Econocom,
qui n'avait, bon, j'espère qu'il n'y a pas de gens d'Econocom, mais qui, qui n'avait aucun sens du service, qui en fait, enfin, je payais un prix assez élevé, je crois 4 ou 5 fois le prix que je payais chez Server pour un service proche de zéro. Du coup, j'en ai profité pour tout renouveler. J'ai renouvelé la solution de monitoring et j'ai fait un appel d'offres pour changer d'infogérant. Entre-temps, donc, j'ai évolué au sein de et pour devenir responsable du domaine Service Factory en 2020. Donc ça, c'était sur les parties, voilà, la partie existante. Donc forte dépendance aux ressources spécialisées, supervision uniquement des briques techniques et pas des services utilisateurs, et complexité de production de tableaux de bord pertinents. Je vais passer au slide suivant. La situation actuelle. La situation actuelle, on monitor au jour d'aujourd'hui 100% des environnements systèmes de production et reproduction en cloud privé. On commence on a déjà commencé il y a quelques temps notre virage vers le cloud public, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de briques et d'applications majeures, notamment sur toute la partie retail, qui sont sur cloud public chez AWS. Par contre, on a encore, comment dirais-je, beaucoup d'applications qui sont en cloud privé, typiquement tous nos ERP, Manhattan, SAP, M3, Cegid, pour ne citer que, tous nos outils de gestion de flux, comme TIBCO, Data Exchanger. Donc, on a quand même beaucoup d'applis. En fait, la majorité de nos applis sont encore dans nos data centers, mais là, on est en train de comment dirais-je, de prendre un virage. Et en tout cas, c'est les directives qu'on a, c'est d'essayer de migrer à marche forcée tout ce qu'on peut migrer vers AWS, sachant qu'on a déjà, entre guillemets, notre propre landing zone et qui est opéré aujourd'hui par Claranet. Et on va, dans les années à venir, essayer de rééquilibrer la chose entre la partie en cloud privé, qui sont dans deux data centers en région parisienne, et la partie AWS. Sur la partie, à date, on a environ 4000 équipements qui sont directement dans ServiceNav, dont avec un peu plus de 2000 serveurs, principalement des machines virtuelles et des ESX. Et on a environ 25 000 points de contrôle qui sont en place dans ServiceNav. On mesure depuis, en fait, on n'avait pas une culture de, comment dirais-je, du résultat, pas de culture de la performance avant environ 2 ans. Il y a 2 ans, on a pris un gros virage également. L'informatique a directement été rattachée à un membre du COMEX. Et depuis, en fait, on se doit de fournir des SLA et de la performance à l'ensemble des directions métiers. Pour ce faire, on a mis en place un comité mensuel au cours duquel il y a, entre guillemets, la direction du support présente ses KPI et la direction des opérations présente les KPI dont moi je suis responsable sur la partie performance des infrastructures du SI et des applications. Donc ça c'est pour la partie SLA. Donc dans ce cadre, on a dû mettre en place un certain nombre de météos à destination des directions métiers. Donc, le point suivant, c'était la publication d'indicateurs, c'est ce dont je viens de parler. Interconnexion. EasyVista, ServiceNav, bien que fortement utilisé sur la partie cloud public, ne fait pas tout. Donc, on a dû l'interfacer avec un certain nombre de solutions, notamment sur toute la partie performance applicative. On a développé des scénarios synthétiques d'accès à nos applications critiques, type M3, Manhattan, Cognos, etc. Ça, pour ce faire, au jour d'aujourd'hui, j'utilise Dynatrace. Sur la partie network, j'ai dû faire avec comment dirais-je, le legacy, l'historique, avant la réorganisation de la direction des opérations et la mise en place des domaines. Sur la partie network était utilisé Orion de SolarWinds, et on a un certain nombre de nos filiales à l'étranger. On a des DSI en fait à New York, Shanghai, Tokyo et Singapour qui utilisent Orion, dont je vais devoir reprendre entre guillemets la partie MCO. Donc j'ai commencé par interfacer Orion avec ServiceNav cette année, pour le faire l'année prochaine avec l'ensemble des DSI pour lesquels je vais reprendre entre guillemets le contrôle. Sur la partie, oui pareil, donc Dynatrace, SolarWinds pour la partie réseau, EasyVista pour la partie ITSM, et M80 qui est une spécificité, c'est-à-dire qu'on a encore un AS400, on a M3 sur toute la partie gestion de production, comme un de mes collègues de Sonepar qui est là, donc qui va, voilà, qui comment dirais-je, ont également M3, et M3 à date, pour pouvoir garantir sa performance,
s'appuie sur des gros systèmes AS400. Typiquement, le nôtre, je crois qu'il a près de 40 cœurs avec plusieurs des terras de mémoire. Donc, on n'arrive pas pour le moment à avoir le même type de performance avec les autres systèmes. Et CloudWatch sur toute la partie AWS. Donc, pour le moment, on a fait le choix d'utiliser CloudWatch et Dynatrace ou New Relic. Ça, c'est encore en train de se décider. Pour toute la partie monitoring de nos environnements qui sont dans, comment dirais-je, côté cloud. Mais on a lancé un gros projet l'année dernière, c'est l'externalisation de toute notre activité run vers une équipe dédiée pendant de la Service Factory Paris à Mumbai auprès d'un des acteurs majeurs du secteur. Du coup, on a, comment dirais-je, on s'est dit qu'il était nécessaire de converger vers une solution d'hypervision pour n'avoir qu'un seul dashboard pour les équipes L1. En tout cas, c'était un prérequis de notre infogérant. Pour pouvoir nous accompagner dans les évolutions qui sont nombreuses, je crois qu'on fait appel à vous quasiment tous les mois pour développer et améliorer la solution et mettre en place soit de nouveaux indicateurs ou à améliorer en tout cas la solution existante dans une démarche d'amélioration continue. On fait appel à un service delivery manager côté ServiceNav qui intervient une fois par mois. On fait des réunions avec lui. C'est Nadir, mon collègue, qui est là, qui est SDM sur la partie Home, qui est le projet externalisation en Inde, qui fait ces réunions. Au cours de ces réunions, en fait, on fait le point avec Coservit sur leur roadmap, sur notre propre roadmap à nous, sur tous nos besoins. Et du coup, deux cas de figure, soit ça va arriver prochainement dans leur roadmap, soit on demande des développements spécifiques qu'on engage nous-mêmes et qu'on met en œuvre dans notre solution, car notre solution est pour le moment en cloud privé. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais eu beaucoup de problématiques à mettre la solution en cloud public. On va peut-être réétudier cette solution, mais pour le moment, toutes nos infra sont en cloud privé et on va devoir multiplier les box car on nous demande de déployer une box par filiale. Ça fait à peu près 50 box à mettre en œuvre pour pouvoir justement améliorer le niveau de sécurité et diminuer notre exposition au risque sécuritaire. Donc la partie dimensionnement de l'équipe, à peu près 80 personnes à Mumbai, 30, et ça c'est les gens, les utilisateurs. C'est-à-dire que sur les 45 personnes que j'ai à Paris, j'en ai 30 qui utilisent réellement la solution au quotidien. J'ai 80 personnes à Mumbai qui l'utilisent également. Et on va avoir, et ce qu'on fait également, c'est qu'on délègue des accès en lecture à certains chefs de projet côté études qui peuvent accéder via au dashboard à l'état de santé en fait de leurs applications. On a donc avec avec la volonté du COMEX de nous challenger sur le taux de disponibilité de toutes nos applications critiques, c'est-à-dire typiquement tous nos ERP. Donc, je sais pas si, en tout cas, moi, j'avais jamais connu ça ailleurs. Hein. J'étais avant chez Server et précédemment chez Valeo où on a tendance à, comment dirais-je, rationaliser les applications. Nous, on a quasiment, on va dire, on a un ERP par direction métier, c'est-à-dire qu'on a un ERP pour les RH, on a un ERP pour la logistique, on a un ERP pour la partie retail, on a un ERP pour la partie, comment dirais-je, production, et ainsi de suite, quoi. Donc, du coup, on a développé des météos utilisateurs pour Manhattan, pour Cegid, pour, comment dirais-je, pour M3, pour SAP, pour le nouveau SIRH qui arrive. On l'a développé également pour toute la partie BI. On a des grosses équipes BI, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'outils BI également. On a du Cognos, on a du TM1, on a du Talent en ETL, on a du Power BI, on a du Snowflake dans le cloud, on avait du Big Data on-premise. On a énormément d'outils et pour tous ces outils, pareil, on nous a demandé de publier des météos utilisateurs. Donc, ce qu'on a fait avec l'outil, typiquement, là, on voit un exemple de, comment dirais-je, donc là, typiquement, à côté, c'est les météos qu'on doit délivrer aux membres de notre COMEX. Et ici, on a l'exemple sur un des produits qui est en fait le Digital Asset Management AEM de chez Adobe, qui permet en fait, qui héberge l'ensemble des photos, des vidéos qui vont être utilisées sur l'ensemble de nos applications, que ce soit sur la partie retail, sur la partie entrepôt, sur la partie production, etc. À partir du moment où vous avez besoin d'une image d'un produit à adosser sur une boîte sur un, comment dirais-je, une boîte d'un objet,
sur un rayonnage, sur une impression, etc. On va, comment dirais-je, aller récupérer ces photos auprès du DAM. Du coup, le DAM devient de plus en plus une application hyper critique, surtout pour tous nos créateurs. En fait, tous les gens des pôles créa, prêt-à-porter hommes, prêt-à-porter femmes, chaussures, horlogerie, cuir, etc. Et donc, ça devient, c'est une application qui devient critique. Du coup, on la monitore via ServiceNav et via Dynatrace pour l'expérience utilisateur. Et on publie ces KPI au COMEX et aux directions métiers tous les mois. Avec des taux de disponibilité comme vous pouvez retrouver en data center. On doit nous s'engager on va dire sur du 99,5, 99,7, ça dépend de l'application, quoi. Et se justifie à chaque fois qu'on atteint pas le SLA. D'où l'intérêt d'avoir ce type de solution. Là, on voit d'autres types de dashboards. Typiquement sur le DAM, on voit donc le service utilisateur DAM qui est publié aux collaborateurs, qui entre guillemets passe par notre balancer F5 avec un certain nombre de dispatchers, de publishers qui vont être utilisés par différentes catégories d'utilisateurs, des auteurs, etc. Et à chaque brique correspond à un service utilisateur, et tout en haut le service pour les utilisateurs finaux. Là, pareil, c'est des dashboards qu'on publie typiquement à notre infogérant en Inde, avec des dashboards par niveau de priorité, et où on va avoir, comment dirais-je, un certain nombre d'indicateurs qui doivent prendre en charge. Là, pareil, c'est pour un outil en fait hyper critique qui est utilisé par l'ensemble de notre SI, l'ensemble des applications également, qui est StreamServe, qui permet en fait de transformer les impressions. Typiquement, vous allez avoir une impression qui arrive, vous avez besoin d'y mettre une photo, de changer la police, etc. Vous allez avoir un programme ça va arriver depuis l'ERP, mouliné dans StreamServe, est envoyé au spooler d'impression, et imprimé en magasin, imprimé en entrepôt, imprimé en tannerie, imprimé en maroquinerie. Donc pareil, si StreamServe fonctionne pas, typiquement quand on a un incident, comme on en peut en rencontrer, vous allez mettre KO toutes les impressions de la plaque ASI, de la plaque US, etc. Donc impact hyper fort, nécessité d'avoir une méthode utilisateur, nécessité d'améliorer continuellement le monitoring de ces, comment dirais-je, de ces applications. Ce que je disais, voilà, on utilise ServiceNav pour monitorer les applications. On l'utilise pour monitorer directement les applications en mettant des points de contrôle qui sont comment dirais-je, classiques. Hein. Typiquement là, pour l'application StreamServe que j'ai décrit précédemment, on va monitorer les queues en provenance, les queues d'impression en provenance de l'application M3. Et dès qu'on dépasse un certain seuil dans la queue, il y a une alerte qui est traitée par les différents niveaux de support. Et ça, on va le faire pour M3, Cegid, Manhattan, StreamServe, l'ESB, Adobe, etc. Et on a à peu près 300 applications dans le catalogue. Fonction d'hypervision. Donc, comme ServiceNav ne nous permet pas, en tout cas, de répondre à l'ensemble du périmètre à date, on a mis en place avec Dynatrace la fonction de comment dirais-je, Synthetic Monitor en anglais. Donc, c'est-à-dire qu'on va rapidement, en quelques minutes, jouer un scénario. Donc on se rapproche de la direction métier. Ils nous disent voilà, moi là c'est le cas du DAM. Donc dans le DAM, en action principale, c'est que l'utilisateur arrive, se connecte, va sur sa collection métier, clique sur une gamme de produits, et il doit pouvoir afficher comment dirais-je, un produit donné de la gamme, par exemple, de la direction cuir, par exemple. Donc nous on a rejoué ce scénario. Ce scénario est joué depuis un certain nombre de sondes, ça dépend de l'application. Typiquement, si c'est de la BI, on a mis en place des sondes via VMware hyper facilement dans le monde entier. Donc on a des sondes à New York, à Tokyo, à Singapour, à Paris. Pour toute la partie production industrielle, on a 90% de la production qui est réalisée en France sur tous les aspects cuir, qui représente 50% du chiffre d'affaires, par exemple. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des sondes dans les maroquineries, dans les tanneries, pour l'utilisation d'M3. Et on va avoir toutes ces sondes qui monitorent l'expérience utilisateur. Si vous avez, je donne un exemple, par exemple, 5 maroquineries qui n'arrivent plus à jouer le scénario, il y a une alerte qui remonte directement dans ServiceNav. Nos collègues à Mumbai prennent l'alerte. Dans ServiceNav, on colle directement les procédures de remédiation. Ils vont déjà ouvrir un ticket semi-automatiquement. On peut le faire automatiquement, mais je n'ai pas souhaité le faire en automatique. Semi-automatiquement dans l'outil d'ITSM.
jouer la procédure, et soit résoudre l'incident ou bien escalader aux différents niveaux d'équipe support. À Paris, on demeure le dernier niveau de support. Et donc là, typiquement, voilà, donc là vous avez voilà les, comment dirais-je, les différentes étapes, hein. Et là vous avez le statut dans ServiceNav du scénario utilisateur Dynatrace pour Manhattan et M3. J'ai pris 2 exemples. Et en fait, dans Dynatrace, on a ce qu'on appelle comment dirais-je, une notion de problème. C'est-à-dire, je peux dire, quand tu as 5 sondes qui ne répondent plus, tu déclares un problème. Et après, via API, on a, grâce à ServiceNav et Dynatrace, on a interfacé les 2 solutions et le problème remonte dans, comment dirais-je, au sein de la solution ServiceNav. Le L1 prend le sujet et puis, si besoin, se connecte à Dynatrace pour valider que ça repart ou se connecte directement à l'application avec les credentials nécessaires. Fonction d'hypervision, ça c'est pour la partie Amazon CloudWatch. Donc, on a commencé il y a à peu près il y a quelques mois, il y a 2-3 mois, à mettre en place le monitoring en prévision de la montée en puissance sur comment dirais-je, sur AWS et en prévision également du transfert de ce qu'on a pour le moment délégué à des tiers vers nos propres landing zones. Et là, c'est des exemples de points de contrôle qui remontent directement depuis nos sondes CloudWatch. Quand on a du gris, typiquement, ça veut dire que pour le moment, il n'y a pas d'erreur. Par contre, si jamais on avait une erreur sur un des points de contrôle en gris, sur des compteurs, typiquement, ben là, on montrerait directement en rouge. Et du coup, après même scénario, l'équipe en Inde prend le relais jusqu'au niveau 3, côté Inde. Et si jamais pas de résolution, escalade à Paris. Et nous, si pas de résolution, escalade au socle. Donc de la supervision à l'hypervision, là c'est l'ensemble des outils. Donc bon, je l'ai peut-être pas dit clairement, mais en fait on a choisi comme solution d'hypervision ServiceNav. Donc c'est-à-dire que ServiceNav, voilà. Bon après je pense que les gens, enfin vous l'avez compris tout au long de mon discours, mais en fait l'ensemble des solutions qu'on a choisies ou qu'on pourrait choisir dans le futur doivent remonter dans notre solution d'hypervision. Car nos équipes en Inde, typiquement, ça fait 1 an qu'elles ne sont pas retournées en centre de service. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont un simple laptop chez eux depuis le démarrage du contrat, depuis juin 2020. Quand ils vont retourner en centre de service, ils auront clairement des écrans pour Dynatrace, SolarWinds, etc. Mais en tout cas, pour le L1, enfin, le mode industriel de l'entité qu'on a pris, qui a plusieurs centaines de milliers de collaborateurs, vous pourrez la trouver facilement du coup. En fait, tout est industrialisé. Du coup, ils doivent avoir une seule console pour le niveau 1 qui leur permette d'accéder à la documentation, d'ouvrir un ticket et de mettre en place, si besoin, de la remédiation automatique. Donc, on a donc du ServiceNav pour toute la partie application, la partie, comment dirais-je, infrastructure serveur, du SolarWinds sur la partie network, du Dynatrace sur la partie APM et scénario. Du CloudWatch pour le moment sur la partie AWS en attendant un appel d'offres entre New Relic, Dynatrace et Datadog. Du M80 pour la partie AS400 et des développements maison basés sur Prometheus pour toute la partie USB. Donc pareil, le USB chez nous, si le USB ne fonctionne pas, vous avez toutes les applis en vrac. Parce que le USB permet de relier l'ensemble des ERP qu'on a vus et l'ensemble des applications. Tous nos ERP, comment dirais-je, les outils d'impression, l'intégralité du système d'information est interconnectée via ces USB. Alors, monitoring du plan de production, ça c'est un autre point, c'est-à-dire que on a un plan de production entre guillemets qui représente plusieurs milliers de jobs, donc énormément de jobs BI avec des contraintes hyper fortes. C'est-à-dire que on a des directions métiers qui souhaitent avoir des reports à 7h du matin, 8h du matin, 9h du matin, pour des reports qui sont hyper critiques concernant les ordres de production, etc. Du coup, l'ensemble de ces traitements sont générés par Opcon. Dans Opcon, on va avoir des chaînes qui ont peut-être des centaines de traitements qui chevauchent dans tous les sens. Et du coup, on avait besoin d'avoir de la réactivité sur l'alerting. On a interfacé Opcon avec ServiceNav. Typiquement, on a utilisé, Opcon va déposer sur un serveur CIFS
des messages d'erreur que ServiceNav scrute et va générer une alerte par type d'événement. C'est-à-dire que si on a pour un job donné soit un late to finish, un erreur ou bien comment dirais-je, late to start, il génère une erreur. Notre équipe 24/7 en Inde sur la partie scheduling, pareil, toujours le même principe, va se connecter à Opcon et mettre en place toute la remédiation. Voilà, donc ça c'est la mise en place d'interaction avec des outils tiers. On a travaillé avec les équipes d'Easy-Vista, pareil, pour semi-automatiser. Moi, à la base, l'infogérant voulait automatiser l'ouverture de tickets. Je leur ai dit, on part d'un système où tout était géré à Paris avec des équipes réduites à un système industriel en Inde avec des dizaines de personnes et à terme une centaine, voire plusieurs centaines de personnes. Nous, on est, en tout cas dans le mindset de Hermès, on est une grosse PME. Même si on est membre du CAC 40, si jamais on vous envoie l'ensemble des alertes, là, on va, comment dirais-je, peut-être pas mettre par terre Easy-Vista, mais pas loin. Vous allez recevoir des centaines et des centaines de tickets. On a toute la partie performance qui, pour le moment, on ne traite pas. C'est-à-dire que toute la partie liée à la CPU et à la RAM, on a acquis une autre solution qui s'appelle Turbonomics, qui nous permet de faire de la recommandation sur la partie VMware, mais quand on a lancé le projet, on ne l'avait pas. Maintenant, grâce à Turbonomics, on est en capacité automatiquement de redescendre des ressources CPU et RAM sur l'ensemble de nos VM et de les remonter, ou de remonter, d'ajouter de la ressource CPU, RAM ou autre. Par contre, ça, il y a des problématiques budgétaires. Donc, c'est toujours plus simple de redescendre que de remonter les ressources. Donc, ça, on le fait via workflow. Mais à l'époque, c'était pas possible. Donc, je leur ai dit, moi, niet, je donne pas mon feu vert pour de l'automatisation à 100%. Par contre, OK pour du comment dirais-je, du semi-automatique. Du coup, ce qui se passe, c'est quand le L1 en Inde, bon, allez, je vais le citer, quand le L1 Capgemini reçoit l'alerte, il clique sur l'alerte, ça lui ouvre une fenêtre où en semi-automatique, je crois qu'il va être renseigné le message qui est envoyé par ServiceNav, l'asset, et je l'ai plus en tête, mais il y a un certain nombre de champs qui sont pré-remplis. Le collaborateur Capgemini peut continuer à enrichir le texte. Il clique sur envoyer et ça ouvre le ticket directement dans l'outil d'ITSM. Et avec le bon niveau de priorité, maintenant, on avait quelques soucis au départ, mais maintenant c'est bon. Les P1 arrivent bien en P1, les P2 et P3. Parce qu'on est parti sur 3 niveaux de priorité, P1, P2, P3, avec des niveaux également de des classes de service, Gold, Bronze et Silver pour les assets. Du coup, on avait vraiment besoin que ces classes de service et les niveaux de priorité soient bien remontés dans l'outil d'ITSM pour que le L1, si jamais on a une P1, c'est GTI 15 minutes, GTR 2 heures avant escalade, quoi. Donc ça, maintenant, ça fonctionne bien et ça permet vraiment de faciliter le quotidien de notre équipe Capgemini. Et c'était de toute façon mandatory pour pouvoir lancer le projet d'infogérance, surtout avec l'internalisation de ce projet qui va arriver. N'hésitez pas à me couper, je parle beaucoup si jamais vous avez des questions. Sur la partie automation, pareil, on avait déjà pris un virage automation avec la brique qui est vendue par VMware, je ne me souviens plus trop du nom, c'est VRA, je crois. Avec VRA, on a fait le choix vu le peu de développement qui était associé à VRA, de s'orienter vers une autre solution. Et typiquement, qu'on avait déjà vu lors de moi que j'avais vu en Inde, notamment auprès de nombreux clients Capgemini. Donc on s'est orienté vers la solution Resolve. Et donc Resolve est notre outil qui nous permet d'automatiser énormément de choses, le déploiement de VM, la gestion de nos Active Directory, nos enregistrements DNS. En bref, on a toutes les semaines, on va dire, actuellement, à marche forcée, on automatise pour justement aller vers une politique du moindre privilège et accorder le moins de privilèges possible à l'ensemble de nos collaborateurs, y compris nos administrateurs à Paris. Et du coup, dans le cadre du workflow Deploy Virtual Machine, qui va permettre de déployer une VM avec les bonnes,
les bonnes caractéristiques dans le bon environnement, production, test, acceptance, etc., il va directement enregistrer la machine dans ServiceNav avec un template prédéfini pour assurer un minimum de monitoring. Après, c'est pas dit que ce monitoring sera suffisant parce que pour une VM donnée, on peut avoir par défaut les automatiques services, toute la partie CPU, la partie RAM, la partie espace disque. Mais typiquement, nous, parfois, on nous demande pour des machines en particulier, typiquement sur la partie StreamServe, on va avoir des services par plaque ou par business line, des services critiques sur la machine en elle-même, mais qui vont définir des business lines différentes. Là, on va ressortir ce service-là et du coup, on va devoir retravailler le monitoring de la machine. Mais déjà, on a un premier step, en fait, on a, toute la partie déploiement et la partie mise en place dans ServiceNav qui est automatisée. Et idem pour la partie, décommissionnement. Comme on a des coûts associés à toute la partie infogérance, on a un workflow qui va tout décommissionner, notamment dans ServiceNav. Pareil, on a, ce workflow va également contrôler, garantir à terme la consistance de notre CMDB qui est sur EasyVisa. Pourquoi ServiceNav? Ma première problématique, c'était à mon arrivée une équipe hyper réduite. C'est-à-dire que le 2016 et le de 2021 n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on a dû faire... j'ai dû passer de 7 collaborateurs à 80 plus 40. J'aurai peut-être 50 ou 60 collaborateurs à Paris l'année prochaine et 120 ou 130 en Inde. Donc, entre 2016 et 2021, en tout cas, c'était pas les mêmes enjeux. J'avais besoin d'une solution qu'on puisse administrer de manière hyper simple. Là, au jour d'aujourd'hui, quand on onboard quelqu'un, un nouvel ingénieur, on onboard des gens, on va dire, tous les mois. Quand on onboard, mon collègue rigole sourit parce que oui, ça fait partie de ses actions. Il doit m'envoyer des demandes de création de compte quasiment toutes les 2 semaines. Donc, du coup, c'était hyper important d'avoir une solution qui ne soit pas compliquée à transférer à un nouvel administrateur qui arrive. Du moment qu'ils connaissent les principes de la supervision, il lit une doc, on lui confie les droits et il doit être en capacité de rapidement travailler sur la mise en place de monitoring, car en fait, nous, notre quotidien, on est dans un TGV, quoi, et qui s'arrête jamais. On n'a pas le temps de former les gens. C'est-à-dire que sur des sujets bien spécifiques, moi j'organise des formations. Typiquement, je crois que ServiceNav, on en a fait une pour Capgemini. Donc pas plus tard que il y a 1 mois ou 2. Mais je peux pas faire des formations toutes les semaines vu qu'on onboard des gens entre guillemets tous les 15 jours. Il y a des trains de formation, mais pour les gens qui arrivent entre ces trains de formation, il faut qu'ils s'adaptent. Donc c'était entre guillemets l'une de mes un principe important. L'aspect météo service utilisateur qui est devenu hyper critique pour notre COMEX avec vous le vivez peut-être tous dans vos sociétés, mais de notre côté, la part du e-commerce a pris une proportion qu'on n'arrive pas à arrêter, quoi. C'est-à-dire que même si on vend des produits de luxe à des tarifs qui sont un peu élevés, entre guillemets, la croissance de l'e-commerce, c'est plusieurs. Enfin, je ne vais pas vous donner le chiffre exact, mais c'est des croissance à 2 chiffres tous les mois. Donc, automatiquement, on nous attend sur les SLA de nos infrastructures, parce que le e-commerce, même s'il est basé sur des infrastructures cloud, in fine, nous, on a beaucoup de legacy encore. On a beaucoup d'applications qui sont hébergées dans nos data centers on-premise. Et du coup, on doit être performant aussi sur ces sujets-là, quoi. Multisite, multilangue, ça nous a pas mal aidé. C'est-à-dire que vous imaginez bien qu'à Mumbai, le français, personne ne parle français. C'est-à-dire que c'était comment dirais-je, une des contraintes qu'on a intégrées, qui était, vous imaginez, on a 90% de la production qui est faite en France, une gestion du changement qui a été hyper compliquée, mais Nadir peut l'affirmer, on n'a aucun, sur les 80 personnes en Inde, il n'y en a aucun qui parle un mot de français. Donc l'intérêt d'avoir ServiceNav en français et en anglais. L'hypervision, on en a parlé, et puis
évolution des fonctionnalités en mode agile, c'est à cause de cette croissance qui a été peu freinée par, entre guillemets, par la pandémie. Et là, de toute façon, les chiffres sont publics. Là, on est encore en pandémie, mais notre croissance est assez impressionnante. Et nous, on le vit au quotidien. On avait besoin que ServiceNav soit donc que Servit soit notre écoute. C'est-à-dire que moi, Romain, je lui envoie des mails parfois gentils, parfois moins gentils, comment dirais-je, tout le temps, parce que moi, j'ai besoin d'agilité. C'est-à-dire que je peux comprendre que des développements pour être transmis, pour être intégrés à l'ensemble des clients, doivent être mis en œuvre dans une roadmap particulière qui est liée à vos méthodologies de développement, à vos méthodes agiles. Par contre, nous, le souci, c'est qu'on n'a jamais le temps d'attendre. Du coup, la force d'être en premise pour le moment, c'est qu'on demande à ce que ces développements soient réalisés sur nos plateformes on-premise, directement par du PS ServiceNav. Donc, on a toujours affaire à des gens qui sont directement missionnés par l'éditeur, ce qui est un peu gage de résultats, entre guillemets. Et après, beaucoup de clients bénéficieront des investissements réalisés parce que, vous l'aurez compris, quand nous, on demande à ce que ça soit développé dans des temps qui ne respectent pas la roadmap, préétablie ServiceNav, on paye le développement, mais on en a besoin. Donc, quelque part, on comprend qu'on doive participer à ces développements, mais on souhaite qu'ils soient mis à disposition en dehors des clous, entre guillemets, quoi. Donc ça, je ne sais pas si on peut trouver ce type d'agilité auprès d'autres acteurs. Et nous, sans ce type d'agilité, j'aurais les directions métiers sur le dos, j'aurais le comité de direction sur le dos tout le temps. T'en es où le DAM, voilà, on a, on a au jour d'aujourd'hui, le mode d'interconnexion au DAN n'est pas pris en charge. Nous, il faut je crois qu'on l'avait vécu sur la partie Samuel V2 et on ne pouvait pas attendre. C'était tout de suite, il nous faut que le développement soit prêt dans 3 semaines, un mois maximum. On ne peut pas attendre plus d'1 mois. Donc, on participe au développement, mais nos contraintes sont 1 mois. Et pour le moment, vous avez toujours été au rendez-vous. Moi, je voulais juste ajouter une petite chose. C'est aussi, on a senti finalement en co-service de ServiceNav une vraie volonté d'aller de l'avant, une vraie volonté d'accompagner ses clients. Et on a senti que finalement, ils étaient en plein boom. Je pense pas me tromper. Donc voilà, c'était aussi un élément sur lequel nous on s'est basé, parce que on a vécu des déconvenus avec d'autres partenaires, et par rapport à ça, on était pleinement rassurés. Voilà, on était rassurés parce qu'on a senti une vraie dynamique, une vraie volonté d'avancer, une vraie volonté de s'améliorer, et je voulais le souligner. Voilà, merci à tous. Et c'est vrai qu'avec le Covid, la preuve, le succès est là, vous êtes tous là. Donc, merci pour les passes. Il y en a, je crois, qui ont dû faire un test antigénique avant de venir. Franchement, il fallait vraiment avoir envie de venir. Donc, franchement, merci. Voilà, je finirai dessus. Et merci ceux qui sont à distance, d'ailleurs. Je sais pas s'il en reste, mais il y avait aussi des gens à distance. Et ici, ils sont encore là. Merci à vous.